tous, moi c'est Louis Lemans, donc je suis collectionneur de lanternes d'éclairage public comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui on va parler sur les lanternes aux tubes fluorescents, leurs particularités, leurs applications, un petit peu pourquoi les tubes fluorescents et pourquoi pas une autre technologie. On va voir ça, donc je vous laisse avec François Christian qui va me poser des questions. Alors, les tubes fluorescents, les lanternes aux tubes fluorescents du moins, on les trouve où exactement et quelles sont leurs répartitions en Europe? Alors on les trouve, déjà on peut en trouver dans nos maisons parce que le tube fluorescent, il faut savoir qu'il a été beaucoup utilisé dans les maisons, dans les écoles, dans les usines. Tube fluorescent appelé grossièrement par le public néon, donc voilà, tube fluorescent. Et on en trouve aussi en éclairage public. Donc en éclairage public, c'est sous forme de barre fluo. Donc là ici on a une barre fluo, on peut l'avoir sous d'autres formes, là c'est par exemple une Schrader GN. Et alors, à quoi ça servait? Ça servait à éclairer les rues. Et pourquoi ça a été appliqué avec des tubes fluorescents et pas sur forme d'une autre lampe comme une sodium ou quoi? Parce que déjà, c'était économique. Donc, c'est-à-dire que les tubes coûtent pas cher, consomment pas trop. Les luminaires coûtent pas trop cher et ne consomment pas trop. Donc, ça coûtait moins cher pour la commune. C'était aussi pour les communes à petit budget. Et ça permettait aussi d'éclairer bien et blanc, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où ça a été appliqué, on parle des années 60, même 50, jusqu'aux fin des années 90, où on en trouvait encore, ces lampes-là étaient blanches, mais les sodiums, par exemple, les sodiums haute pression, elles étaient oranges. Donc du coup, ça permettait d'avoir un éclairage blanc, un bon rendu des couleurs. Et par rapport en France, on les a appliqués pas mal dans le sud, dans la région parisienne, dans le nord de la France, là où je me situe. Il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le nord de la France, c'est un climat assez brumeux. Et en fait, la couleur blanche a du mal à passer à travers la brume. Tandis que la couleur orange, comme le sodium haute pression ou la SOX, donc par exemple, la SOX, c'est ça par exemple, une lampe orange en forme un peu comme un tube fluorescent, mais en orange, donc assez longue, et ça a moins de mal à passer à travers la brume. Donc du coup, on n'utilisait pas trop le tube fluorescent dans les pays nordiques, plus la SOX, mais le tube fluorescent par contre dans les pays du sud, comme par exemple on en trouve pas mal en Italie ou en Espagne, ça se trouve quand même pas mal, ou dans le sud de la France, on trouvait beaucoup de tubes fluorescents. Alors, c'est marrant parce qu'au Danemark, ils ont beaucoup utilisé le tube fluorescent également, pourtant c'est un pays très brumeux et très humide. Et quasiment toutes les lanternes d'éclairage public étaient au tube fluorescent avant qu'ils les remplacent par des Philips Copenhagen, justement. Et Philips Copenhagen, je fais une petite parenthèse, on peut les trouver sur la région de Bordeaux. Et aussi, il y en a quelques exemplaires à Villetaneuse, mais c'est des lanternes typiquement danoises, qui sont au ballon fluo ou au sodium. Au Danemark, on retrouve beaucoup de fluorescents. Et en Allemagne également. Est-ce qu'il y en a bonne question, parce que normalement, là je pourrais même pas répondre sur le sujet, parce que normalement, le sodium est fait pour les espaces, les grands espaces, et aussi brumeux, et le tube fluorescent, c'est plus pour les intérieurs, on en trouve aussi à l'extérieur bien évidemment, mais un peu moins dans les pays nordiques, parce que ça ne passe pas à travers la brume, parce que ça éclaire bien, mais très diffus, mais pas très puissant, c'est-à-dire que ça ne va pas éblouir. Dans le sud de l'Europe, justement, je parle de l'Autriche, de la Suisse, de l'Italie, on en trouve énormément dans ces pays-là. C'est... En Italie, on en trouve moins, mais en Autriche et en Suisse, la plupart des lanternes sont tubes fluorescents. Il faut savoir que l'Autriche, c'est un pays où ils parlent allemand, et tout ce qui est en Allemagne et en Autriche, où il y a des Allemands, il y a eu beaucoup de SOX et de tubes fluorescents posés. Oui, comme en Suisse alémanique. Voilà. Par exemple, j'ai remarqué qu'en Suisse romande, alors là on est dans une discussion, en Suisse romande, ils avaient beaucoup de luminaires qu'on trouve en France, comme par exemple la Schrader Onyx ou la Mazda Solaire, alors qu'en Suisse alémanique, on trouve plus des exemplaires de lampadaires, de lanternes, qui viennent d'Allemagne ou de... Exactement, voilà. Et il faut savoir aussi que les barres SOX, donc les luminaires au SOX, comme je vous ai montré il y a quelques minutes, et les luminaires au tube fluorescent, on en trouve beaucoup en Belgique. Pourquoi? Parce que c'est des technologies dites économiques. Alors pourquoi c'est économique? Tout simplement que ça ne consomme pas beaucoup. Ça par exemple, comme vous pouvez voir, la SOX ici, c'est une SOX 35 watts. Donc ça, 35 watts, ça éclaire bien, mais ça consomme 35 watts. Contrairement à une lampe sodium comme nous on va utiliser la plus courante, la 150 watts en France, ça consomme par point lumineux
150 watts. Donc ça permet d'éclairer plus en Allemagne, en Belgique, en Autriche, donc de mettre plus de points lumineux, tout en consommant moins. Et alors c'est amusant, j'ai vu que tu avais différentes barres, donc peux-tu nous dire les marques qui vont nous faire le descriptif de celles qui sont... On va commencer comme ça, donc on va commencer comme ça. Ouais, bah comme ça je fais le tour. Voilà. Oui. Ici on a une ASEC RPM, donc luminaire typiquement belge, très peu vendue en France, un peu dans le nord de la France, dans la région dunkerquoise, un tout petit peu. Donc voilà, une petite ASEC RPM, donc luminaire peu cher mais robuste, en métal. Là-bas, on a une VH, donc de marque Van Haute, donc c'est une marque 100% belge, vendue un petit peu aussi sur la région dunkerquoise. Donc VH type HAP, donc comportant deux tubes fluorescents les uns à côté des autres. Ici, les deux ici, c'est des Clarel Reg. Voilà, Clarel Reg 40. Français, d'ailleurs. Typiquement français, pas vendu dans les autres pays, ni en Belgique, parce qu'il faut savoir que Clarel a travaillé avec ASEC, donc la marque de cette barre. Mais ASEC et Clarel ont vendu des modèles ensemble, c'est-à-dire un modèle qui se faisait par Clarel, qui se vendait en France, parce que Clarel vendait en France, ASEC vendait en Belgique. Mais les modèles Reg ou Rex ne sont pas vendus autre part que la France. Mais cette barre est très intéressante parce qu'elle comporte un système de réfraction, donc le réflecteur, la réfraction par les petits points, les petites striures, donc là c'est la réfraction, la diffusion de la lumière, et on a le système de réflexion par les réflecteurs justement, parce que c'est deux tubes superposés, c'est-à-dire que c'est pas deux tubes l'un à côté de l'autre comme ça, c'est deux tubes superposés, on en a un là et un derrière. Et ça permet, parce qu'on voit qu'on a un réflecteur en V comme ça permet que le tube de derrière va éclairer sur les côtés, et ce tube-là va projeter l'éclairage vers la route, ce qui permet d'espacer de plus de mètres les points lumineux. Après, on a une Schrader BA, donc ce qui fait partie des premières barres fluo, donc ça ressemble beaucoup à une réglette de maison, une réglette industrielle, un petit peu comme on pouvait trouver dans les usines, sauf que non. Mais ce modèle existait aussi dans les usines, mais pas exactement. Alors je vais vous expliquer tout ça. C'est que ce modèle, donc Schrader BA, comporte un réflecteur pour l'éclairage public, et il existe le même modèle pour l'éclairage dit industriel, les usines par exemple, mais il n'y a pas le réflecteur. Et en fait, pourquoi c'est le premier modèle de barre fluo? Parce qu'il ne comporte pas une vasque en plastique comme ça qui va dater des années 70, ça comporte des tubes en verre qui sont mis autour des tubes fluorescents justement, avec des joints, avec une vis pour serrer le joint justement, pour que ce soit bien hermétique, et ça permet justement que l'eau évite de rentrer. Donc ça fait partie des premiers modèles aux tubes fluorescents, donc c'est assez ancien. Là-bas, on a encore une VH type HAP. Voilà, donc c'est la même qu'il y avait là-bas, sauf que là, on a une vasque dessus. Ici, on a une Schrader GN, donc qui date de 1958, donc assez vieux modèle. Donc il faut savoir que dans les années 60, donc ça a été vendu en France, mais en Belgique aussi. En France, sous le nom de Philips NTPL. Voilà, donc la Philips NTPL, en soi, c'est une Schrader GN qui a été fabriquée d'ailleurs par Schrader pour Philips, mais vendue en France. Mais la Schrader originale, comme celle-là, qui est une vraie Schrader, ne s'est jamais vendue en France. Donc c'est un modèle alors, il y en a quand même dans quelques espaces, ou du moins des lanternes qui ressemblent à ça. Dans quelques espaces privés, j'en ai vu notamment dans la commune de Créteil. Alors, ce nombre de tubes fluorescents. On peut en trouver en France dans les espaces privés parce que les gens peuvent les acheter où ils veulent, mais de base ça s'est vendu uniquement pour la Belgique, en tout cas pour l'éclairage public. Mais ça s'est vendu aussi en France sous le nom de Philips NTPL, mais c'est Schrader qui les a fabriqués. Mais avec le vrai logo Schrader, donc vraie fabrication Schrader pour Schrader, ça s'est vendu uniquement en Belgique. En Belgique, oui. Voilà. Et il faut savoir que Schrader, c'est pour ça que ce luminaire comporte une vasque qui fait aussi capot. Donc c'est la vasque, on appelle ça le doigt. Chez Schrader, dans les documentations, on appelle ça le doigt. Et ce doigt se lève comme ça, avec une petite roulette comme ça. Bon là, il est un peu endommagé, mais normalement, ça se lève avec une petite roulette et un petit crochet à l'arrière. Et on a accès à tout le luminaire avec une seule vasque qui fait capot. Voilà, exactement. Et c'était typique de chez Schrader des années 50 jusqu'aux années 60-70.
c'est Comme la vraiment GSO. une pièce extraordinaire. Voilà. Et pour terminer, donc dans la chambre, il y a cette petite Holophane LF40. Voilà, exactement. Donc, luminaire holophane 100% français, vendu pour la France, justement. Donc, il n'a plus de vasque, parce qu'avec les années, ça se casse, ça reste des pièces en plastique. Mais ça reste quand même un très beau modèle, de bonne qualité, entièrement en fond d'aluminium, donc très robuste, mais toujours peu cher. Parce qu'il comporte justement des tubes fluorescents qui sont vraiment peu chers. Il faut savoir qu'un tube fluorescent à l'époque ça coûtait environ 1 franc ou 2 francs, donc ce qui est vraiment ridicule, contrairement à un prix d'une lampe à décharge qui peut coûter jusque 60, 70 francs, 100 francs. Voilà, je parle des prix de l'époque. Un tube fluorescent, c'est vraiment dit économique, c'est-à-dire pour les communes, pour le prix du tube, mais aussi pour la consommation. Parce que par exemple, là, ça comporte 2 tubes de 40 watts, soit 80 watts, ce qui est ridicule pour une consommation pour une lanterne d'éclairage public. Tu peux y aller. Donc explique-nous un petit peu. Et ben là, je remets en route une barre fluo qui est mouillée avec des techniques un peu provisoires parce que j'ai pas vraiment de matos sur moi. Alors quelle est la maintenance exacte pour faire ce... La maintenance exacte, là actuellement pas grand chose, je vais juste reconnecter les fils. Là je fais ça avec ce que j'ai parce que j'ai même pas de domino sur moi. Donc on va faire ça avec du provisoire. C'est juste histoire de tester là maintenant. Et j'espère aussi que le condo ne va pas exploser. Et alors, qu'est-ce que c'est le condo? Alors le condo, je vais vous montrer ça. Attends une petite seconde. Ça tient pas, génial. Porte-fusil de merde. Je fume la barre pendant la maintenance. Alors le condensateur, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, ça, surtout que celui-là, il est en métal. Il peut contenir un matériel qu'on appelle le pyralène. Et alors le pyralène, eh ben ça pue, ça explose, ça fait boum, et c'est pas sympa. Raccourcir un peu les fils. Alors celle-là, elle comporte un double allumage, c'est-à-dire qu'on peut alimenter un tube ou 2 tubes, on choisit. Bon, on va alimenter combien là? Là, on va alimenter les 2. Yes. Toujours bien serré, c'est important parce que si ça se barre, eh ben, ça peut foutre le feu. Et sur... C'est quand même génial de pouvoir faire ça de nos jours. Hop. On remet le système. On va pas remettre la vis, on va pas s'embêter. Pas longtemps. Là, on met notre système provisoire. Le bleu avec le bleu qui est le neutre, qui est mouillé d'ailleurs, mais on s'en fout. Le noir avec le marron qui est la phase. Même si c'est de l'alternatif en soi, on s'en fout. Alors je vois que ça tient pas bien, je vais quand même mettre les vis. Là, ça fait un petit moment que je l'avais en fait, j'avais depuis 2022. Ouais. Et je l'ai jamais allumé. Ah bah, tu vas l'avoir allumé aujourd'hui.
Alors, il faut savoir que ce luminaire, pour la maintenance, quand on était en haut du mât à 8 mètres de haut, c'est pas ce qu'il y avait de plus top, hein, parce que on voit qu'il y a plein de vis. Faire ça à l'envers, c'est pas facile. Parce que là, je le fais quand c'est posé par terre. Faut imaginer que de base, c'est dans l'autre sens. Ah bah oui, sur le mât, c'est logique. Toute la peinture, elle s'écaille, mais c'est pas grave, parce que au moins, ça va faire réflecteur. Tac, la petite vasque. Alors, le système de vasque. Alors, on a la charnière qui est ici. Donc, je fais comme ça. Donc il faudra juste pas toucher le luminaire parce que de base il n'y a pas de défaut d'isolement. Ah, il faut peut-être refermer celui-là. Ouais, bon tu sais. Un peu fatigué les crochets. Voilà. Faut juste pas toucher le luminaire. Pourquoi? Parce qu'il est mouillé donc oui. Jamais. Si jamais. Trop cool. Attention. Moment de vérité, est-ce que ça s'allume, est-ce que ça pète? On va y aller. Et ça marche. Et on a un tube qui est un peu fatigué, mais ça va. Les deux tubes même qui sont un peu fatigués. Ouais. Alors. Ok, explique-nous un petit peu où est-ce qu'était répartie cette lanterne et de quelle marque elle était. Alors la marque, je sais pas vraiment. Je pense que c'est du Schuch. Schuch Leuchten. Luminaire allemand. Des années sans doute 80, je pense. 80, donc ouais, c'était souvent installé en Allemagne, assez rarement en France. Mais on en trouvait aussi en France dans quelques petites rues. Des petites rues parce que... Dans l'est de la France notamment. Ouais, voilà. Celle-là, elle vient des Vosges. Bah voilà, bah, c'est pas étonnant parce que c'est pas un climat brumeux justement parce que ces lanternes-là, comme on peut le voir, si j'éteins la lumière, ça éclaire pas grand chose. En plus là, les tubes ils sont un peu fatigués, donc il faut vraiment un climat très clair, très net pour que ça puisse éclairer le sol parce que si c'est un climat brumeux, bah, ça va pas passer à travers la brume et au sol, bah, c'est comme si il n'y avait pas d'éclairage. Donc voilà, mais sinon c'est des bons luminaires, robustes. En plus celui-là il est en ferraille. Donc, Alors, en rallumant la lumière, présente-nous un petit peu le reste des luminaires fluo que tu as, qui viennent de Hollande et de France aussi pour celui-là, là, le Vulcan Ailini. Celui-là bien fatigué aussi, qu'il va falloir refaire un petit peu tous les câblages, changer 2-3 pièces, mais ça va pas être trop un problème. Alors les luminaires type des Pays-Bas, donc luminaires type néerlandais, on va trouver ici, donc on imagine ça fermé. Typiquement aux Pays-Bas. Hein, typiquement aux Pays-Bas, est-ce qu'il veut bien se fermer? Donc, je puisse quand même vous montrer ce que ça donne. Il ne veut pas se fermer ici. Voilà. Donc ça par exemple c'est une Philips FGS 105 il me semble. En tout cas c'est du FGS. La taille 105 parce que je crois qu'il y a plusieurs numéros. 105 c'est la taille, je crois que c'est pour le 5, je pense que c'est pour la lampe parce que c'est une lampe 55 watts, donc je pense que c'est pour ça. Ici on a une Industria Iris, bon donc la platine elle est là. Ça c'est la platine avec un tube fluorescent une fois 18 watts, donc de 18 watts. À une seule prise, il me semble. Ouais, celui-là, il n'y a qu'un tube, donc forcément, il n'y a qu'une seule alimentation. Donc voilà. Après, ça c'est la vasque. Ici, on a une Philips, donc SGS 201 type Mi 50, je crois. Pourquoi Mi 50? Parce qu'en fait, la SGS 201, elle existe. Donc c'est bien une SGS 201. Toute la partie optique. Mais celle-là, elle est appareillée dans la culasse, tandis que la SGS 201, voilà, c'est une barre SOX.
La SGS 201 classique, elle est appareillée dans le luminaire. Nous avons la petite là-bas. Petite Industria, j'ai plus le nom en tête. J'avoue que j'ai plus le nom en tête. Là, on a la grande et là-bas, on a la toute petite. C'est là qui peut se fixer sur un mât vertical d'ailleurs. Ouais, en top de mât ou en latéral. Tout là-bas derrière, on a une Helux, donc barre allemande. Je vais aller faire le tour Ouais, pour avoir. Hop. Barre allemande qu'on trouvait beaucoup aux Pays-Bas. Voilà. Ouais, un peu comme les Vulcana Hellenic qu'on trouvait exclusivement en France. Exactement. Et ça, c'est une VIGH. Voilà. Donc, je peux même vous dire le nom, parce que de base, j'ai noté le nom, mais j'ai plus le papier, il est là. Alors, c'est une VIGH FNR. Tu veux voir le petit papier? Ça, c'est tous les luminaires des Pays-Bas que je possède. Ah, c'est super ça. C'est vraiment pas une belle liste. Hein. Enfin, voilà. Et pour la petite dernière, on a ici tout ce qu'il y a de plus classique aux Pays-Bas, c'est comme la pilote en France. Une Philips SRM. Donc en bar Sox. Voilà, en bar Sox. La classe. Il y en a quelques-unes qui sont posées en France aussi. On en trouve en France, ouais. Bon, alors là, on va faire la maintenance donc d'une Voilà, Vulcan maintenance Hellenic type. qui vient de Gennevilliers. Les ballasts, ils sont problématiques, c'est qu'ils sont foutus. Voilà, donc on va commencer par enlever Extraire les tubes fluorescents. les tubes fluorescents. Attends, je vais te donner un coup de main. Bon, t'inquiète, je vais le faire de l'autre côté. C'est surtout chez celui-là qui m'embête. Alors, ça par contre, on verra si ça fonctionne après. Hop. Première étape, les tubes. Alors c'est marrant, elle n'a pas de réflecteur. Non, elle n'a pas de réflecteur parce que de base c'est peint en blanc. Ça doit être peint en blanc ce truc. Donc du coup, pour notre petite maintenance, on va utiliser un tournevis de 3,5. Tac. On va commencer par défaire ce qui est condensateur. Tout est bien rouillé, mais bon, ça a l'air de venir. Tac, ça c'est le pont entre les deux condensateurs. Alors, comment c'est câblé? Ok, ok. Alors, les fils de condensateur, ça c'est un fil de condo, donc ça bouge. Hop. Ça c'est câblé. Oui, c'est câblé sur les douilles, ça. Ouais, ça va être un peu chiant, mais ouais, on va dire que ça passe. Là, tu vois le ballast, le domino il tient même plus. Là, tout est complètement foutu. Et ça, c'est du coup un câblage qui part sur la douille. Donc c'est le gris. Donc il ponte les deux douilles. Ouais, mais je sais pas s'il sert vraiment ou s'il sert que pour les condos. Donc pour l'instant on va l'isoler, on va voir si ça fonctionne comme ça ou pas. Alors on va enlever ça. On peut faire marcher une lampe comme ça sans condensateur. Ouais, en fait, il faut savoir que le condensateur il est optionnel. Il sert comme facteur de puissance, c'est-à-dire qu'en fait, sur un éclairage type éclairage public, même intérieur, on a ce qu'on appelle des pertes. Donc des pertes. Les pertes, c'est ce que le ballast va consommer, pas ce que la lampe va consommer. Et en fait, pour éviter ces pertes, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met un condensateur. Mais le problème, c'est que ce condensateur, avec le temps, bah, il vieillit. Et quand il vieillit... Il vieillit pas très bien d'ailleurs. Et voilà, ça vieillit très mal. Du coup, il a tendance à exploser. On va enlever ça parce que ça m'énerve. Là, ça doit être du 8, je crois. C'est du 7.
Qu'est-ce qui se passe? L'écrou est coincé dedans. Ah. Voilà. Parfait. Hop. Tac. Hop, premier ballast de sortie. Complètement Niqué. Complètement pourri. Pourri de chez pourri. Hop. Sur le tas de merde. Alors. Et qu'est-ce que tu fais des vieux ballasts en fait? Ils partent à la ferraille. Ils partent à la ferraille? Ouais, ils partent à la ferraille. Donc là, on va remplacer par ça. Donc c'est un ancien, mais qui est potable. Il n'est pas mort. Donc ça, c'est notre condensateur que je remettrai plus tard quand le luminaire sera restauré. Donc là, est-ce qu'on peut déplacer ça? Normalement. Tu vas laisser le condo du coup. En fait, je les laisse, mais je les débranche. C'est parce qu'en fait, sur les condos, on a les dates des luminaires. Ah ouais. Celui-là, il date de quand? Celui-là, il date de... Ça, c'est compliqué parce que c'est bien effacé. Peut-être sur l'autre. Quand je le démontrerai, on regardera. Mais sinon, c'est écrit. Donc ça veut pas bouger. Moi, je dirais 1954, une barre comme ça. Oh non, c'est plus récent. Tu vois, ça. Hop là, tac. Tac. Mon petit écrou qui est ici. Alors, on met les fils en fait, tout simplement. Bon, de base, faut savoir que je teste rarement, là on va le faire, c'est pas ouf de le faire, mais je change en général les fils, parce que, ben, comme on peut voir, les Avec fils ils sont l'érosion. fatigués, voilà. Ça peut arquer, donc arquer ça veut dire que deux fils, ça fait un court-circuit. Deux fils qui se touchent entre eux. Et si ça fait ça, eh ben c'est pas dingue. Voilà, premier ballast, premier changement effectué. Et là, c'est la même chose pour le deuxième. Tac. Alors, voyons voir de quand elle date. Bah là, ça va être compliqué. Hein. Non, on verra pas. Peut-être tout à l'heure, si on a le temps, en passant un petit coup de chiffon humide. Ouais. Ça peut... Sinon, tant pis. Hein. Ouais, mais je dirais les années 80, 70 peut-être. 70 même. Ouais. Dans les années 70, il y en avait encore pas mal sur Champigny et sur Créteil, des comme ça. Ah ouais, bah Dans le film Buffet froid de Bertrand Blier, je fais une petite, Vas-y, je fais ça, c'est plaisir. une petite référence. On voit toute une rue éclairée par ça, du côté de Créteil. Regarde, Abonné sur t'as vu? T'as vu? Regarde comment c'est pourri. Ah bah ouais, là c'est complètement moisi. Ouais, en effet. On a encore de la chance, c'est que les vis se dévissent encore. Parce que souvent, ça finit en coupage de fil. Hop. Hop. J'ai perdu quelque chose, ouais, c'est ça. Une petite rondelle. Hop. Dans le tas de ferraille. Et là, on va mettre un ballast provisoire. Celui-là, ça va être le définitif, mais celui-là, c'est du provisoire. Ça, c'est vraiment de l'ancien. Hein. Tac. On a un fil en surplus, c'est pontage de condo. Je saigne comme d'habitude, pour pas changer, j'ai perdu mon truc. Ça c'est un ballast plus récent, donc il n'y a pas de vis. On pique et on pousse.
pique en pouce. Pique et pouce. Hop là. Tac. Ouais, Mon petit écrou. Et voilà. Un travail rapide, simple, efficace et propre. Et lui, pourquoi il veut pas se visser? Voilà. Et je saigne quand même d'habitude. Maintenant, on va s'occuper de ça. Donc, on a un système de double allumage pour allumer un seul des deux. Il y a la grosse araignée toujours là. Ouais, une grosse araignée. Alors, du coup, on va s'embêter. Donc ça, c'est une sorte de phase. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça, c'est une deuxième phase. Et ça, c'est le neutre. Tu retires tout l'appareil. Ouais, bah ça, c'est un fusible, ça sert à rien. Ça, c'est les poubelles, par exemple, ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça me sert à rien. Donc voilà. Alors là, on va essayer, je dis bien essayer, parce que vu la gueule des vis, de sortir ce truc. Ça. Ça sort quand même. Hein. Bah, c'est impressionnant comme quoi cette technologie tient dans le temps. Quand même. Ah ouais, et même rouillé, ça marche. Bon, après, il faut voir, parce que là, on a changé les ballasts, parce que les fils des ballasts, ils sont pourris, mais les ballasts fonctionnent. C'est les fils qui sont pourris. Voilà. Là, t'as retiré le câble. Je sais, c'est pas ouf, ça. Je finis pas là, c'est Et alors là, donc phase. Donc attends, ça part sur les deux. Donc ça c'est le neutre. Ça c'est phase et phase qui partent au ballast. Mais il se peut, comme j'ai débranché ça faudra que je regarde plus tard. Parce que bah ça à mon avis ça doit être raccordé quelque part. Hein. Logiquement je devais me repiquer sur la douille, mais c'est parce que ça a été repiqué sur le condo à l'époque. Mais il se peut que ça marche pas. Oh, mais tu m'en as partout. Alors, quand je suis pas venu. Comme beaucoup la vidéo. Tellement vétuste que c'est tout mouillé en plus. C'est rassurant. Hein. Ah, tu nous rassures vachement là. C'est rassurant, je sais. Alors voilà, c'était l'allumage d'une. Putain, mais tu bordel partout, là. Eh oui. Attends là, je mets un tube. Et c'est la merde. Tu veux un coup de main pour dessus? Ouais, essaye d'appuyer sur la douille de l'autre côté. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Voilà. Ah, mais c'est tout vieux. Il y a beaucoup de trucs à changer dessus. Celle-là, ça devrait aller normalement. Nous, on fait une vidéo en fait en mélangeant les images VHS et téléphone. On fait un rendu artistique assez. Alors, est-ce que ça explose ou est-ce que ça marche? Telle est la Merdique. question. Parce qu'en fait, c'est surtout que tout est mouillé en fait. Oh, C'est pour ça. On verra. 3, 2, 1. Ah, il y a un truc qui marche. Ah bah, c'est le starter le problème. Voilà. Il y en a qu'un qui marche sur les deux. Sur les deux, bah, c'est comme sur McLaren Rage. pourquoi ça s'appelle le starter? Hein? Pourquoi le starter Parce qu'il n'y a pas le bord du tube allumé, parce que si je remets le starter, regarde ce qui va se passer. Donc là, il faut jouer avec. Il y a qu'un qui marche, bon, c'est pas grave. Ah voilà, ça ne marche plus. Enfin, le starter. Et je vais pas avoir de starter ici, et non. Mais après, on peut peut-être jouer avec ça, en faisant ça. Est-ce que celui-là, il marche? Il marche. Oh. Si. Trop bien. Non, il y a du mal. Man. Ouais, il y a beaucoup de mal même. Mais c'était allumé à un moment le. Ouais, bah c'est parce que quand tu joues avec le starter. Bon, bah, c'est bien. Les gars. Bon, je crois que le temps est venu de la conclusion. Oh, je l'avais. Hop là, on l'a. Tu vois, ça remarche. Et là, ça marche sans starter. Là. Sans starter, ouais, mais si je remets un starter, ça marche plus. Ouais. En plus, il n'y a pas de défaut d'isolement. On peut toucher.
C'est génial ça. Donc, du coup, mon montage fonctionne. Ouais, Mais on a un tube qui est mort. ouais, faut changer un De tube. toute façon, on le voit. Hein. Le tube là, il est complètement à moitié foutu. Ouais. Enfin voilà, ça fonctionne de nouveau. Ouais. Après, il y a forcément un coup de nettoyage, il y a un peu de tout à faire. Hein. Un coup de nettoyage, changer peut-être quelques douilles comme celle-là qui est à moitié. Oui, tu peux mettre une douille standard, je pense. Ouais, je pense, ouais. Changer les starters, forcément. Mm. D'où l'intérêt d'avoir de la pièce détachée. Eh ouais. Parce que ça c'est le problème, c'est que dans notre passion, on trouve aucune pièce détachée. Donc les starters, ça peut se trouver. Les tubes, ça commence à être compliqué parce que c'est l'interdiction. Avec l'Europe, ils ont interdit les tubes fluorescents. Donc on n'en trouve plus. Moi, ce que je fais, c'est que quand je récupère des luminaires, comme par exemple des tubes fluorescents, on peut les trouver justement dans des réglettes de garage industrielles ou quoi. Du coup, ce que je fais, c'est que je récupère beaucoup de pièces détachées sur ces réglettes de garage qui sont souvent en bon état parce qu'elles n'ont pas été posées en extérieur. Donc les pièces comme les ballasts que j'ai mises, c'est des ballasts de réglettes de garage. Et ça permet de réparer justement des barres fluo. Les douilles, c'est pareil, c'est introuvable. Mais bon, moi j'en ai parce que j'ai un peu de stock de pièces détachées. Mais sinon, c'est compliqué. Et attends, on va faire un truc. On va mettre la vasque. Pour voir. Bon, Et ça sera... Je vais pas la clipser, je vais juste la poser dessus pour voir. Bon là forcément ça éclaire rien, il y a qu'un tube. Voilà. Wow. Bon c'est pas ouf parce qu'elle est juste posée mais... Et petite conclusion donc sur les morales de l'histoire sur les tubes fluorescents. Alors la morale de l'histoire sur les tubes fluorescents, je suis désolé j'ai les mains toutes sales. Je viens de bricoler. Donc la morale de l'histoire sur les tubes fluorescents, c'est tout simplement que c'est dommage, c'est que l'Europe a décidé d'arrêter les tubes fluorescents. Pourquoi ? Parce que justement, ça contient du mercure, donc ça contient 0, quelque chose en milligrammes de mercure. On parle de milligrammes de mercure, c'est vraiment rien du tout. Ce n'est pas dangereux, si vous cassez un tube, c'est pas dangereux. Vous n'allez pas mourir. Mais l'Europe fait comprendre aux gens que le mercure, il est très dangereux, qu'il y a beaucoup de mercure et tout, que ça peut être dangereux, que les gens peuvent mourir et tout, enfin c'est n'importe quoi. Mais donc du coup l'Europe a décidé d'abord en 2015 d'arrêter les BF, les ballons fluorescents, qui contiennent du mercure, qui marchent comme un tube fluorescent, hein, un tube, du mercure, plus de la poudre fluorescente. Et là, en août 2023, ils ont décidé, on arrête les tubes fluorescents, plus de production, plus de vente, arrêt des ventes. Donc ils ont quand même fait un substitut, c'est-à-dire qu'on a des tubes LED, mais qui sont vraiment nuls. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un tube fluorescent il va éclairer à 360 degrés. Donc, le problème, c'est qu'avec les tubes LED, c'est un bandeau LED qu'on va mettre au-dessus, qui vont coller dans le tube au-dessus, et ils vont mettre un cylindre autour en forme de tube. Et le problème, c'est que ces tubes-là, ils éclairent vers le bas, mais pas en 360 degrés. Parce que si un tube éclaire à 360 degrés, c'est bien qu'il y a une raison. C'est parce que, justement, on met des réflecteurs sur ce type de lanterne qui permettent de refléter la lumière et justement d'homogénéiser la lumière sur le sol. Et avec les tubes LED, le réflecteur ne sert plus à rien, donc on obtient un éclairage pas terrible, donc un petit peu... c'est un peu flou l'éclairage que ça produit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment ça va éclairer avant de l'installer, tandis qu'un tube fluorescent, on sait très bien que ça va bien éclairer. Dernière question, si on met un tube LED dans un luminaire comme ça, ce serait bien dommage par exemple. Ah bah bien évidemment, parce que déjà on perd l'âme du luminaire, c'est-à-dire que l'âme de l'époque, le tube fluorescent, le clignotement quand ça s'allume, on perd tout ça. Là ça va s'allumer direct, c'est de la LED, et puis aussi, c'est un tube LED, forcément, on dit que la LED consomme moins, mais un tube LED, par exemple, pour un substitut pour un 36 watts comme dans cette barre, ce serait un tube LED 18 watts. Sauf qu'en fait, un tube LED 18 watts, ça fait moitié moins en lumens qu'un tube de 36 watts fluorescent. Donc un tube LED éclaire beaucoup moins qu'un tube fluorescent, forcément, parce qu'on baisse la puissance, mais après on dit que ça consomme moins. Donc on dit que c'est économique. Mais non, parce qu'on a baissé la puissance, donc c'est normal que c'est économique. Donc du coup, conclusion, l'arrêt du tube fluorescent, c'est une vraie arnaque. Voilà.